Aujourd'hui sur Fort FM, on parle d'un sujet qui touche de plus en plus de familles, les troubles du neurodéveloppement. Et pour en parler, une invitée qui connaît le sujet, le docteur Marine Herba. Bonjour à toi Marine. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être venue sur Fort FM nous parler de ton parcours. Et Marine, c'est quoi le trouble du neurodéveloppement ? Alors, un trouble du neurodéveloppement, comme son nom l'indique, c'est un trouble qui va toucher le cerveau, le développement du cerveau. Donc on est avec, c'est pas une maladie. On va naître avec et notre cerveau va fonctionner différemment en fonction de la zone qui va être atteinte. Donc on peut avoir des troubles qui vont toucher par exemple des atteintes au niveau attentionnel, ça peut être aussi au niveau de la mémoire, mais pour certains troubles ça peut être aussi des troubles vraiment cognitifs au niveau de l'émotion, de la gestion des émotions ou au niveau aussi des relations aux autres par exemple. D'accord. Et est-ce qu'on est face à une explosion des cas ou juste à un meilleur diagnostic aujourd'hui ? Alors c'est difficile à dire, oui. C'est vrai qu'aujourd'hui on a de plus en plus de diagnostics de troubles du neurodéveloppement. Alors c'est pas un effet de mode comme on peut le dire souvent, c'est vrai qu'on en parle souvent, c'est un sujet qui vient souvent maintenant au niveau des écoles, quoi. Et en fait, c'est surtout quand on en parle de plus en plus, il y a de plus en plus de sensibilisation et donc ça permet de mettre des mots et de rendre compte qu'effectivement on a des jeunes qui ont ces troubles-là. Pour moi, il n'y en a pas forcément plus, c'est juste que c'est mieux diagnostiqué effectivement et qu'on a de plus en plus d'outils et de personnes qui essaient d'avoir des expertises en tout cas là-dedans. D'accord. Pour avoir un accompagnement plus précoce. Et à partir de quand un parent doit-il se dire là il faut consulter ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, un parent, on a beau être expert de notre enfant, on n'est pas des professionnels du neurodéveloppement. Bien sûr. Et donc, ça va être important d'aller vers un professionnel. Après, quand donc il existe des signes qu'on peut voir avant-coureurs pour voir si notre enfant en fait, fait partie d'un développement finalement normal par rapport aux autres enfants de son âge, ou s'il faut s'inquiéter parce qu'on observe ces fameux retards au niveau des émotions, au niveau des relations aux autres, ou des difficultés au niveau scolaire. Donc c'est souvent en arrivant à l'école qu'on se rend compte qu'il y a des vraies difficultés, des vraies incidences. Et donc on va pouvoir avoir cette puce à l'oreille et aller voir un professionnel. D'accord. Elle s'exprime comment justement les enfants par exemple qui sont atteints d'un trouble ? Comment en fait toi tu arrives à diagnostiquer, tiens lui il a tel et tel comportement, il est classé on va dire avec vos termes à vous, quel signe en fait doit nous interpeller ? En fait, là aussi, c'est pas toujours simple parce qu'on peut avoir un trouble du neurodéveloppement ou plusieurs, parce qu'on a aussi des corrélations vraiment avec on appelle ça des comorbidités, c'est-à-dire plusieurs troubles qui sont associés. D'accord. Et donc, c'est pas simple. Effectivement, on va avoir des signes, des symptômes précis qu'on va aller observer chez l'enfant. C'est pas forcément au niveau de son comportement, ça peut être aussi sur son fonctionnement en fait, cognitif, etc. Par exemple, s'il est hyperactif ou qu'il est Exactement. Même en fait, violent, peut-être. Oui, par exemple. En fait, il y a plein de troubles du neurodéveloppement. Donc, on peut parler, par exemple, du TDAH. Donc, on va avoir des troubles de l'attention ou de l'hyperactivité, de l'impulsivité, ou le TSA, trouble du spectre de l'autisme, où là, on va plus avoir des comportements répétitifs ou des difficultés relationnelles, en fait, avec les autres, alors qu'on peut avoir aussi des troubles de désapprentissage, les fameux DIS, dyslexie, dysorthographie, des troubles moteurs, etc., etc. C'est très varié. D'accord. Et donc, les psychologues ou professionnels vont se renseigner dans... on va dire un petit peu le gros document commun à tous les professionnels de santé donc on a le CIM pour les maladies ou le DSM-5. D'accord. En gros, c'est pour chaque trouble, on va avoir tous les critères de diagnostic, tous les symptômes qui peuvent nous dire qu'effectivement, si on perçoit ces symptômes assez longtemps quand même, donc au plus de 6 mois, et que ça a vraiment des impacts, des incidences sur la vie scolaire ou peut-être professionnelle aussi si c'est plus tardif, là effectivement, on va pouvoir poser ce diagnostic. D'accord. Et dans ton cabinet, c'est quoi la souffrance principale que tu vois chez les parents ? Alors effectivement, j'accompagne de nombreuses familles. La plupart du temps, aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver des réponses, des solutions pour accompagner leurs enfants qui sont souvent en souffrance, soit au niveau scolaire, soit aussi à la maison, parce que même avec un cadre, c'est très compliqué de gérer un enfant qui est impulsif. Bien sûr. Donc souvent, je me retrouve face à des parents qui sont démunis, impuissants, et où on pointe souvent leur éducation, alors qu'en fait, c'est pas toujours le cas. Un enfant qui a un trouble du neurodéveloppement, il faut comprendre son fonctionnement particulier pour l'accompagner au mieux. Donc ce sont des parents qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de comprendre le trouble de leur enfant. On appelle ça de la psychoéducation, on explique comment l'enfant fonctionne, et qui ont besoin d'aide pour les démarches, parce qu'aujourd'hui, pour être pris en charge ou juste à diagnostiquer, soit on va en libéral, et il faut trouver quelqu'un qui est expert en développement de l'enfant, un neuropédiatre, un pédopsychiatre ou un psychologue spécialisé. C'est pas toujours facile. Sinon, il faut passer par la case CMP. Et là, les attentes sont parfois longues, 2 ans, 3 ans pour certaines villes.
Il existe aussi aujourd'hui le PCO 57, mais là Oui. aussi, des démarches un petit peu longues, donc ils sont souvent preneurs de conseils et de savoir un petit peu comment être aiguillé. Donc justement, tu disais que maintenant c'est mieux diagnostiqué. Et est-ce que le système scolaire, il est adapté aujourd'hui avec ces enfants? Alors il devrait Oui. être adapté. Aujourd'hui, on ne parle plus d'intégration, on parle bien d'inclusion scolaire. Oui. Et donc c'est une question importante. Pour moi, cette inclusion scolaire, alors on pourrait parler pendant des heures et des heures de la limite aussi de l'inclusion. Aujourd'hui, c'est surtout un problème de moyens et de formation, je pense, des enseignants qui ne se sentent pas toujours à la hauteur. Bien sûr. Moi, je suis convaincue que chaque enfant a sa place à l'école. Je suis convaincue, c'est le principe même d'éducabilité, c'est que chaque enfant peut apprendre, peut progresser. Alors effectivement, ils ne rentrent pas tous dans les cases, mais l'école, en fait, devrait mieux s'adapter. Doit, même c'est la loi, doit s'adapter et inclure tout enfant, peu importe finalement ses difficultés. Parce que c'était en plus ma prochaine question. On parle d'inclusion, mais sur le terrain, ça marche vraiment ou c'est encore du discours? Ça dépend des enseignants, ça dépend des écoles, ça dépend de plein de choses, des moyens mis en œuvre. Je pense que quand on veut inclure, on peut, mais c'est vrai que je forme beaucoup des enseignants. Je ne fais pas que la sensibilisation, je fais aussi des formations. Et on se retrouve souvent face à des enseignants qui voudraient bien inclure, mais qui sont vraiment démunis, qui n'ont pas ce sentiment de capacité. Et donc souvent on me dit, mais oui, mais j'ai 20, 30 élèves dans ma classe, j'arrive pas à individualiser pour chacun, c'est compliqué. Et donc c'est pour ça que souvent, on va essayer d'arrêter de rentrer par le trouble. On ne peut pas connaître tous les troubles. Bien sûr. On ne peut pas effectivement individualiser pour tous les élèves, mais les enseignants vont pouvoir apprendre à évaluer au mieux les besoins et du coup on va rentrer par les besoins. D'accord. Et on va se rendre compte qu'il y a des élèves qui ont peut-être des troubles différents, mais qui ont des besoins similaires. Un enfant qui est TDAH, il a peut-être des problèmes d'attention, mais un autre enfant dans la classe qui n'a pas du tout un diagnostic, pas du tout de trouble de neurodéveloppement, va pouvoir aussi avoir ce besoin-là, par exemple. Et donc on va rentrer par les besoins pour trouver des solutions qui sont communes aussi entre les élèves de la classe. Et c'est quoi l'erreur que peuvent faire les parents malgré leur bonne volonté? Je veux dire, si quand ils ont affaire à un enfant justement, par exemple, qui est par exemple hyperactif, le fait qu'ils ne comprennent pas que derrière ça, il y a un trouble neurologique, est-ce qu'à un moment donné, ils ne font pas eux-mêmes des erreurs, ils crient sur l'enfant, par exemple, ils l'engueulent ou des choses comme ça? Et est-ce que ça, c'est pas justement, je dirais, une erreur numéro 1? C'est-à-dire quand ils ne comprennent pas, ils agissent en fait très mal et c'est ce qui amplifie en plus le problème. Alors souvent, effectivement, quand on va avoir un problème au niveau de la posture parentale, et on ne va pas leur jeter la pierre. Non, parce bien sûr, c'est ça. On n'apprend pas à être parent. Et puis j'ai envie de dire, le but de l'émission, c'est, par exemple, tu nous dis quand un enfant a tel et tel comportement, c'est parce qu'il a ça et ça. Et donc, on arrive à mettre des mots maintenant sur un mal. Et peut-être que les parents qui écouteront cette émission pourront se dire, ah ouais, c'est peut-être le cas de mon enfant. Ouais. Comprendre le trouble pour mieux accompagner. Voilà. C'est vraiment ça. Plus je comprends, plus je peux mettre à la place de l'autre. C'est pareil pour tout, de toute manière. Bien sûr. Mais je peux comprendre ce fonctionnement particulier de l'enfant. Et donc souvent de se dire, mais en fait, c'est pas qu'il veut pas. Oui. C'est pas que là, il est en train de me faire une crise. C'est pas que là, il est en train de tester les limites, etc. C'est qu'il ne peut pas. Parce que sa façon de réfléchir, de penser, fait qu'aujourd'hui, il est dans ces dispositions-là et qu'il a besoin d'aide. D'accord. Donc si je suis dans une vision où l'enfant fait exprès, l'enfant est arrogant, l'enfant est mal élevé, etc., je vais vouloir quoi? Le punir, je vais vouloir être dans une sorte de dualité avec lui. Si j'essaie de le comprendre et qu'effectivement je vais être sensibilisée à son trouble, là je vais pouvoir avoir des outils pour l'accompagner et me mettre à sa hauteur. Et donc alors oui, il ne faut pas jeter la pierre aux parents parce qu'ils font ce qu'ils peuvent. Bien sûr. On fait plein d'erreurs en tant que parents, même si on n'a pas d'enfant du trouble du neurodéveloppement, mais comprendre le trouble, ça peut vraiment aider. Et donc je pense que ce qui va être important aussi, c'est de se dire que je ne peux pas demander à un poisson de monter à un arbre. C'est ça. C'est qu'est-ce que l'enfant en fait peut avoir comme ressources aussi, et pas que voir ses difficultés, mais aussi ses points d'appui pour pouvoir l'aider. Et tu étais enseignante, mais tu as changé de vie. Pourquoi ? Ah oui. Alors effectivement, j'avais fait d'abord, après ma licence de psycho, j'ai fait un master MEF parce que je voulais enseigner. Et en fait, je me suis rendu compte que l'inclusion, déjà à ce moment-là, était très importante pour moi. Oui. L'inclusion scolaire. Et j'étais très démunie devant l'inclusion scolaire de certains jeunes. On appelle ça les enfants à besoins éducatifs particuliers. Donc pas forcément qui sont en situation de handicap, mais qui ont juste des difficultés au quotidien pour apprendre. Et je n'arrivais pas à trouver d'outils, de temps aussi de formation, parce que c'était pas forcément inclus aussi dans ma formation initiale. Et je me trouvais démunie. Et j'avais l'impression de pouvoir seulement agir là, dans ma classe de 20 élèves, mais de ne pas pouvoir réellement changer les choses, en fait, au niveau du système qui, pour moi, dysfonctionnait un petit peu là-dessus. Donc c'est pour ça, d'abord, j'ai fait une formation pour devenir enseignante spécialisée.
Et en fait, au bout d'un an seulement, je me suis dit non, c'est pas possible, si je veux changer les choses, il va falloir que j'aille plus loin. J'ai moi-même un enfant aussi qui a un trouble du neurodéveloppement. Je ne trouvais pas d'experts autour de moi. Et donc, je me suis dit, tu sais quoi, Marine, tu vas devenir cette experte. Voilà, c'est ce que je dis, tu es vraiment impliquée là-dedans. Ouais, j'ai changé du coup tout le cours de ma vie en faisant un doctorat du coup en psychologie. Et c'est ton enfant qui t'a fait changer cet avis-là ou c'est déjà... c'est un sujet qui me tenait à cœur parce que j'ai toujours adoré le développement de l'enfant. Et même moi, je pense qu'en tant qu'enfant, j'aurais aimé avoir ces outils-là. Alors, je savais pas à ce moment-là que j'avais aussi un trouble du neurodéveloppement. Peut-être qu'on en parlera plus tard. Mais donc, je me questionnais beaucoup et moi-même, j'aurais aimé avoir des pistes, des personnes qui comprenaient, qui pouvaient m'aider à grandir, avoir des pistes aussi pour être épanouie dès tout petit. Et donc c'est vrai que j'étais déjà dans cette recherche en fait toujours du développement personnel, comment l'adapter aux enfants pour leur donner tous ces outils pour leur bien-être et pour qu'ils puissent s'épanouir. Et en ayant mon enfant, ça a été le déclic parce que comme je ne trouvais pas de professionnel pour l'accompagner, j'ai compris ce manque et ces besoins de toutes ces familles qui étaient démunies. Et c'est ça qui m'a fait vraiment avoir ce déclic de j'ai envie de devenir cette professionnelle du coup et de répondre à ce manque-là aujourd'hui. Mais justement, tu réponds justement à un besoin parce que les enseignants sont-ils suffisamment formés pour gérer ces enfants ? Alors, des formations existent. Oui. On a plein de formations, d'ailleurs, faut-il savoir qu'elles existent. C'est vrai que dans la formation initiale des enseignants, on va parler beaucoup d'inclusion scolaire, etc. Mais des outils pratico-pratiques sur la gestion de classe, sur comment inclure, sur les troubles, etc. En tout cas, à l'époque, effectivement, au Master MEF, le métier de l'enseignement et de l'éducation, on n'avait pas... on n'a que des petites heures, en tout cas, qui sont dédiées là-dessus. On est surtout préparé à passer le concours de professeur des écoles. Il existe après des formations qui sont plus en continu aussi au cours de l'année, mais souvent c'est au bon vouloir des enseignants. Oui. Donc ces enseignants qui veulent inclure, qui vont prendre du temps sur leur temps personnel aussi, alors qu'ils n'en ont pas tellement. Et donc ça limite beaucoup quand même l'évolution aussi sur la posture professionnelle face à cette inclusion-là. Donc moi aujourd'hui je pense qu'il y a un enjeu sur la sensibilisation, la formation, à l'inclure même à l'INSPE directement dans le cursus de formation initiale. Oui. Mais bon, voilà. Bon, toi et moi on a suivi Tobias Jacob qui s'est impliqué justement dans l'inclusion et lors justement de ces petites réunions qu'ils faisaient, j'ai croisé donc une AESH. Et est-ce qu'on leur donne vraiment les moyens de faire leur travail ? Parce que c'est elles qui sont aussi en première ligne. Alors, je forme aussi beaucoup d'AESH, justement. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant, parce qu'elles ont quand même un rôle qui est important aujourd'hui. Oui. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une AESH, au cas où, avant, on les appelait AVS. Donc, ce sont des personnes, donc elles sont soit mutualisées, donc pour plusieurs élèves, soit individualisées, c'est plus rare, pour des élèves qui ont vraiment des difficultés, qui sont notifiés avec un dossier MDPH. Voilà. Donc, ce sont des aides qui sont allouées, c'est un droit. Oui. Voilà. À partir du moment où on a ces droits, l'AESH doit être présente. Le problème, c'est que derrière, effectivement, il y a toujours des manques de moyens qui font que elles sont pas toujours présentes au bon moment, aux bons horaires, quand l'enfant en a vraiment besoin. Elles sont pas toujours très très formées et informées, en tout cas quelquefois même moins que les enseignants. Ils découvrent un petit peu l'enfant à inclure et l'enfant à accompagner dès la rentrée en arrivant. Et ils n'ont pas forcément d'échange avec les parents directement, donc ça pose beaucoup de problèmes et de limites, effectivement. Donc là aussi, quand je parle de formation, en fait, je ne parle pas que les enseignants, je parle de tous les professionnels de l'éducation, et les AESH, ils en font partie, c'est un enjeu majeur. Justement, donc du coup, tu as une vue globale, on va dire, sur ce sujet-là. Si tu as une seule réforme à imposer à l'éducation nationale, ce serait quoi ? D'inclure, je l'ai dit tout à l'heure, d'inclure, je pense, au niveau de l'INSPE, en fait, dans la formation initiale de tous les enseignants, enseignantes, AESH, tout professionnel d'éducation, d'avoir une formation vraiment sur l'inclusion scolaire. Aujourd'hui, alors moi j'ai eu la chance en parallèle de mon doctorat de faire un master en sciences de l'éducation spécialisé sur l'inclusion scolaire des jeunes à besoins éducatifs particuliers. Tout ce que j'ai appris dans ce master, je l'aurais aimé dans le master MEF, en fait. On ne peut pas tout faire, voilà. Et je sais que c'est très, très compliqué de se cantonner aussi au programme, etc. Mais je pense que vraiment, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Oui, c'est sûr. Et tu proposes des ateliers Barclay, alors je ne sais pas si je le prononce bien. Concrètement, ça change quoi pour un parent ? Alors, atelier Barclay, là, on est plus vraiment que pour de l'accompagnement parental. Oui. Donc, c'est à destination de parents qui ont des enfants qui ont un diagnostic, donc un trouble du neurodéveloppement. Et donc, c'est vraiment TDAH ou ce qu'on appelle les TOP, troubles de l'opposition et de la provocation. Donc, des enfants qui ont des difficultés de l'impulsivité, des difficultés à gérer leurs émotions et qui ont des comportements défis, notamment à la maison. Et donc là, c'est des parents qui ont des difficultés à mettre un cadre, à gérer en fait ces crises à la maison, qui sont vraiment démunis. Et donc, c'est vraiment un programme aux habilités parentales.
Donc je leur dis souvent, je leur apprends pas à être de bons parents, c'est pas le but, pas le but, oui. mais de leur donner des outils pour vraiment développer ces habiletés parentales, pouvoir réussir à changer en fait les choses, d'arrêter les crises et de sortir de ce cercle vicieux où en fait si l'enfant va commencer à avoir un comportement négatif, en ayant nous une posture qui va pas être adaptée parce qu'on comprend pas pourquoi il y a ce comportement-là, on va en fait renforcer positivement ce comportement négatif qui va revenir. Le but c'est de casser cette boucle et de pouvoir réussir à... En fait, on donne des outils aux parents pour rétablir l'échange avec l'enfant, quoi. Exactement, on va nouveau valoriser, y avoir des outils positifs pour faire en sorte que ça s'apaise dans le milieu familial. On va prendre un cas simple. Pour un enfant qui a un manque de confiance en lui, c'est quoi le premier levier à activer ? C'est une bonne question. La confiance en soi, en fait, déjà, va falloir comprendre. Alors déjà, un enfant, ça se prend pas juste avec son trouble, ça se prend avec toute son histoire. Chaque enfant est différent. On appelle ça l'anamnèse aussi chez les psychologues. Son environnement, tout ce qu'il y a autour de lui, tous ses bagages, en fait. Et donc, quand il vient, c'est pas juste un enfant qui peut manquer de confiance en lui. Le trouble, d'ailleurs, peut exagérer aussi ses difficultés d'estime de soi, d'image de soi, etc. On a l'adolescence aussi, qui vient mettre un coup de pied aussi là-dedans. C'est pas simple. Ça, c'est sûr. Donc, l'idée, en fait, c'est déjà de comprendre ce qu'il y a derrière. Pourquoi nouer un lien de confiance avec l'enfant, pourquoi est-ce qu'il n'a pas confiance en lui. Voilà. Et donc, à partir du moment où on va mettre le doigt aussi sur la source aussi du mal-être, on va pouvoir travailler dessus. Bien de manière très ludique, le but, c'est qu'on s'amuse aussi en travaillant sur, que ce soit les émotions, la confiance en soi ou les relations aux autres. C'est un peu les 3 piliers pour moi qui sont nécessaires. Voilà. Et en gros, donc, est-ce qu'on peut compenser ces troubles ou on apprend juste à vivre avec ? Alors, trouble du neurodéveloppement, on est avec, on l'aura toute notre vie, on ne peut pas en guérir. D'accord. Donc, dans tous les cas, c'est-à-dire qu'il va falloir vivre avec, c'est certain. Par contre, on voit que souvent, pour les troubles du neurodéveloppement, on a quand même plusieurs façons de voir en fait, le trouble évoluer une fois adulte. D'accord. Quelquefois, les troubles, les difficultés en tout cas, vont persister, mais c'est parce que souvent, il n'y a pas eu une prise en charge assez précoce, pas les bons outils qui ont été donnés, pas le bon accompagnement. Et d'autres fois, effectivement, on va pouvoir compenser. Quelquefois, il y a des enfants qui compensent de manière naturelle. Où certains enseignants me disent, mais en fait, moi, à l'école, tout va bien, il n'y a aucun souci. Et les parents me disent, mais une fois qu'il rentre à la maison, il explose. C'est pas le même enfant. Et donc, on me prend un petit peu... on me dit, mais non, c'est pas possible, il n'y a pas un trouble, parce qu'on ne l'observe pas. Et c'est un petit peu ça, pour le diagnostic aussi, on doit l'observer dans différents milieux. Et au niveau scolaire et au niveau de la maison. Et puis aussi ailleurs. Et donc, les parents me disent, mais je ne comprends pas, du coup, il y a un trouble. Pourquoi à l'école, il se comporte bien ? Et en fait, souvent, dans un cadre différent, l'enfant, c'est un cadre assez strict comme à l'école. On peut avoir un enfant, par exemple, qui a un TSA, trouble du spectre de l'autisme, et qui va justement compenser, parce qu'il va falloir tellement rentrer dans le cadre, finalement, qu'il va ne rien dire, être quelquefois même dans le mutisme, être un peu l'élève parfait, et il va décompenser une fois à la maison. Donc c'est là, il va avoir les explosions, etc. Là aussi, c'est pas parce qu'il n'y a pas de trouble avéré et que c'est compensé que tout va bien. Au contraire, c'est qu'il y a quand même des choses qui rendent l'enfant en difficulté. Et donc, on est face à un enfant, comme il compense sans cesse, qui va avoir des problèmes pour gérer ses émotions, qui va avoir une grande fatigue aussi à la fin de la journée. Et donc, il a aussi besoin d'aide et d'outils. Voilà. Et tu disais que tu es toi-même concerné par ces troubles. À quel moment tu as compris ? Alors... Moi, c'est en diagnostiquant mon propre fils que je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que je regarde un petit peu moi-même. Donc mon fils, on a su dès l'entrée à l'école. Souvent, c'est la première socialisation. On se rend compte qu'il y a des difficultés relationnelles ou dans les apprentissages. Et donc, tout de suite, on est allé au CAMPS, à Saint-Avold, puis CMP, etc. Et donc, on a pu très vite se rendre compte qu'effectivement... Alors, il n'y a pas eu tout de suite le TDAH qui a été mis en place, mais qu'il y avait un profil HPI, au potentiel intellectuel. Et il avait de grandes difficultés. Et quand on a commencé, donc j'étais pas du tout encore docteur en psychologie à ce moment-là, j'étais enseignante spécialisée, on a commencé à faire des grilles, des questionnaires qu'on envoie souvent aux parents, aux enseignants pour croiser les regards. Ça c'est important surtout, toujours croiser les regards avec plein de professionnels. Voilà. Et c'est en lisant cette grille que je me suis dit, mais en fait ça, moi aussi je le coche, ça aussi. Et la psychologue disait, mais effectivement, alors je ne savais pas encore à l'époque, mais les troubles peuvent être aussi génétiques, il y a une part de génétique. Oui. On ne va pas faire le débat inacquis aujourd'hui, mais effectivement, ça peut venir aussi, ça peut être héréditaire et venir du père ou de la mère. Comme d'autres pathologies, je veux dire, ça peut être aussi... Tout à fait. Comme tu dis, mental, quoi. Et donc, elle m'a dit, ça serait bien de faire aussi des tests, peut-être que vous l'êtes. Et donc, en voyant que je suis quelqu'un qui parle très vite, surtout quand je suis passionnée, je fais plein de choses. Et j'ai eu aussi, quand j'étais petite, des difficultés de confiance en moi, de relation aux autres, mais sans jamais vraiment que ça soit une difficulté dans ma scolarité. Et donc, je suis quand même... Pour mieux comprendre mon fils, je me suis dit, je vais aussi peut-être aller vers le diagnostic. Peut-être qu'en me comprenant moi-même, je vais aussi pouvoir encore mieux l'accompagner.
Et le diagnostic a été posé là tout récemment. J'avais 26 ans quand j'étais diagnostiquée HPI. D'accord. Et là, 28 ans diagnostiquée à TDAH. Et quand tu as compris ça chez toi, c'était un choc ou un soulagement ? Un peu des deux. Un peu des deux, je pense. De me dire que d'abord, on n'a jamais remarqué qu'effectivement, il y a un trouble du neurodéveloppement, ça m'a un petit peu questionnée. Oui. Et ça m'a quand même... alors, ça a été un petit choc, effectivement, de le savoir aussi tardivement. Oui. C'était là, dans l'ombre, mais ça a toujours été là, finalement, depuis le début. Mais ça m'a quand même aidé à comprendre beaucoup de choses. Tu comprends, en fait, mieux les familles, aussi. Bah aussi. Alors déjà, en faisant une relecture de ma propre vie, je me dis, ah oui, en fait, ça, c'est pas toi forcément le problème, c'est que tu fonctionnais comme ça, c'est qu'il y avait ça. Enfin, et ça aide vraiment à mettre des mots, en fait, sur ce qu'on vit. Oui. Après, il y a des parents qui ils savent qu'il y a peut-être un trouble du neurodéveloppement, ils vont pas aller jusqu'au diagnostic parce qu'ils ont peut-être cette crainte ou ils ont peut-être pas besoin aussi de mettre ces mots sur le trouble. Oui. C'est ok. Chacun, je pense, à son parcours et à sa façon de vouloir trouver des mots sur ce qu'ils vivent. Et effectivement, ça m'a beaucoup aidé pour accompagner les familles puisque du coup, je pense que la casquette de professionnel, elle est bien, mais de pouvoir vivre soi-même tout ce parcours de diagnostic pour son enfant, d'avoir soi-même aussi un trouble et de comprendre ce que c'est au quotidien, ça aide aussi d'aider les familles à dire ok, je suis aussi passée par là et je comprends ce que vous avez vécu. Ça permet d'avoir un regard quand même différent. Bien sûr, ouais. Et tu as créé l'association L'école de la vie, c'est quoi ton combat aujourd'hui ? Alors je suis au tout début de cette association. L'école de la vie, pour moi, c'était... pour compléter un peu, déjà je travaille beaucoup avec les associations tout autour. On parlait tout à l'heure de Tobias Jacob avec l'association à Forbach, La Voix d'Adam, qui est super. Donc je me rapproche de plus en plus de toutes ces associations-là aussi. Moi, mon objectif, c'est de pouvoir accompagner au mieux les enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement. Donc pas que l'autisme, on a vu que c'était large, les parents, mais aussi les professionnels, qu'on oublie souvent. Et donc ça va être des ateliers pour aider les enfants à avoir tous ces outils dont on parlait tout à l'heure, pour mieux gérer leurs émotions, pour avoir plus confiance en eux, pour avoir des meilleures relations aux autres. Pour moi, plus tôt on donne des outils aux enfants, et plus ils pourront devenir des adultes épanouis plus tard. Exactement. Donc c'est leur donner ça, d'accompagner les parents qui sont démunis. Alors, c'est pas que des groupes de parole, mais c'est aussi beaucoup de ressources, de conseils pour faire des dossiers MDPH, pour tout le parcours, les professionnels, tout le réseau de professionnels qui est autour de chez nous, pour les aiguiller au mieux et avoir quelqu'un au bout du fil, de manière gratuite, totalement gratuite, mais de pouvoir avoir des échanges constructifs là-dessus. Et la troisième phase du coup de l'association, on est vraiment sur de la sensibilisation et de la formation des professionnels de l'éducation. On va faire plein de contenus de sensibilisation là-dessus. On va aller à la rencontre, faire des observations en classe s'ils le souhaitent. On s'impose pas, mais donc on va espérer que tu rattrapes un peu le retard qu'a la société française sur cette question. Par tes petites actions locales, du moins. En espérant que ces petites actions-là, en fait, elles soient mises un petit peu plus en lumière par les médias nationaux pour montrer qu'il existe déjà des solutions et que ça répond à des personnes, je dirais des régions où justement ils sont beaucoup plus démunis que nous dans ce domaine-là, au niveau des aides, au niveau même d'avoir des AESH. Des AESH, voilà. Oui, effectivement, je fais des conférences un petit peu partout. Et encore là, par exemple, j'étais en Meuse il n'y a pas très très longtemps, chez nos voisins, et elle me disait, mais en fait, chez nous, on parle même plus de délai d'attente, c'est qu'il n'y a pas de professionnels qui sont là, qui peuvent nous prendre en charge. On a la chance d'avoir PCO 57 aussi, les plateformes de coordination qui permettent aussi de compenser un petit peu, mais il y a une grande inégalité en fonction des secteurs où on est. Aujourd'hui, il faudrait rétablir ça quand même, ça serait bien. Oui. Et dans 10 ans, tu aimerais que quoi ait changé concrètement ? Dans 10 ans, En fait, dans 10 ans, ce qui serait chouette, c'est qu'on parle même plus d'inclusion parce que ça soit normal. Bien sûr. En fait, tant que je fais de la sensibilisation, que je continue ces conférences, que je continue de former comme ça, c'est qu'il manque toujours quelque chose en fait, et que ça n'a pas été compris. Donc le jour où on n'aura plus besoin de moi, ça sera le jour où la société aura bien évolué. C'est pas grave, nous à Fort FM, on t'invitera encore. Avec plaisir. Et si tu as un message à faire passer aux parents qui nous écoutent, ce serait lequel ? De rien lâcher, mais je pense que, parce que souvent il y a des parents qui viennent et qui me disent, alors surtout avec l'école, souvent on veut bien faire, on veut communiquer avec l'enseignante et il y a de grandes angoisses qui montent parce que c'est souvent aussi leur éducation qui est pointée du doigt. Bien sûr. Et donc eux-mêmes perdent confiance en eux, et là c'est le pire de tout. Donc c'est de leur aider vraiment à prendre confiance en eux, aussi ce sentiment de capacité parentale parce qu'ils sont à la hauteur et puis ils vont y arriver et même si peut-être ils sont allés voir, parce que j'en ai plein des parents qui sont allés voir des professionnels qui leur disent mais non il n'y a pas de trouble, tout va bien, et qu'eux ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à aller voir d'autres professionnels, à croiser les points de vue, à avoir d'autres avis,
Parce que je pense qu'on est expert de nos propres enfants, on n'est pas toujours mis à cette place, mais je pense que si on sent dans nos tripes qu'il y a quelque chose qui ne va pas en général, c'est qu'il faut continuer de se battre. Tu as raison. Ouais. Et est-ce qu'on demande aux enfants de s'adapter au système au lieu de faire l'inverse en fait ? En fait, l'école, justement, l'inclusion, c'est censé être ça. C'est censé pouvoir proposer des adaptations, des aménagements pédagogiques pour faire en sorte que l'enfant ne soit pas en situation de handicap. Parce que l'environnement peut créer la situation d'handicap si j'adapte pas, finalement. Et donc là, à ce moment-là, c'est vrai que si c'est pas adapté, c'est toujours l'enfant, quand il se retrouve en situation de handicap, qui doit toujours encore et encore s'adapter, compenser, etc. Je pense que on ne pourra jamais faire en sorte qu'on soit dans une société ou même une école complètement inclusive qui fait que l'enfant n'aura plus jamais besoin de s'adapter et ça ne serait pas l'objectif. Je pense que le but de l'école, c'est un peu de mettre des échafaudages en place, mais qu'il va falloir les retirer progressivement pour que l'enfant puisse être autonome par lui-même par la suite, parce que quand il arrivera dans la vie active, ou même que d'un coup il change de classe, il a un autre enseignant, un autre établissement, il ne soit pas complètement perdu non plus, parce qu'on lui a toujours tout adapté. Bien sûr. Donc c'est un juste équilibre, je pense, à trouver. Donc l'idée, peut-être, c'est se rejoindre au milieu. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter, Marine ? Écoute, je te remercie déjà de m'avoir invitée, parce que pour moi c'est important. Je trouve que c'est la première fois que je viens à une radio comme ça, et d'avoir la parole et de pouvoir échanger sur un sujet qui me tient autant à cœur. Et je trouve que c'est un sujet pour moi essentiel. Donc j'espère juste, en tout cas, qu'il y a des parents, peut-être des enseignants qui se retrouvent démunis, qui entendent qui voient cette vidéo, qui écoutent ça et qui se disent en fait je suis pas tout seul et il y a des choses qui sont mises en place et on va avancer là-dessus. Super. Marine, merci à toi d'être venue nous parler de ce sujet qui concerne beaucoup de parents et surtout merci pour ton travail parce qu'on sent que derrière tes mots il y a du vécu. J'espère te revoir sur notre plateau dans une prochaine émission et en tout cas merci pour cet échange, Marine. Merci à toi. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très vite sur Fort FM. Bye.